Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir à ce nouveau Thursday Forum consacré aujourd'hui à la data intelligence, au big data. Donc on va beaucoup parler de ce qu'on peut faire avec le big data aujourd'hui. Je m'appelle Luc Walter, je suis le directeur de l'expérience client de Post Luxembourg et je serai le modérateur de ce forum. Voilà, j'aurai le plaisir d'accueillir dans ce forum deux invités. Et voilà, vous les voyez, je pense, à l'écran. Le premier, ce sera Nicolas Vivarelli, qui est le chef de la data intelligence chez Post. C'est d'ailleurs lui qui a contribué avec son équipe à la mise en place de la plateforme Post Data Intelligence. C'est un data scientist expérimenté. C'est également quelqu'un qui est passionné par son métier, comme vous allez pouvoir le voir. Mon deuxième invité sera, et c'est un grand plaisir là aussi, d'accueillir le CIO de la banque Raiffeisen, nouveau CIO de la banque Raiffeisen, je devrais même dire, qui s'appelle Nabil Meziani. Voilà. Vous vous demandez peut-être pourquoi le directeur de l'expérience client a été invité pour modérer ce forum ce matin. Eh bien, je dirais qu'il y a au moins deux bonnes raisons à cela. La première, c'est que j'ai été un des premiers clients de la plateforme Big Data de Post. J'ai été pendant 12 ans, avant d'être directeur de l'expérience client, j'ai été pendant 12 ans directeur du marketing de Post Luxembourg, et tous les marketeurs le savent, une partie du budget, je ne vais même pas dire une grande partie du budget, mais une partie du budget, en général, est gaspillée parce qu'on lance des campagnes qui ne sont pas suffisamment ciblées. Alors on a aussi aujourd'hui des outils digitaux pour le faire, mais des campagnes traditionnelles, que ce soit des mailings, des emailing, des campagnes d'appel, sont souvent problématiques. Et donc on a une partie du budget qui est entre guillemets gaspillée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle. Et je dois dire qu'en 2016, quand on a mis en place chez Post les premiers modèles prédictifs, j'ai vraiment été bluffé par leurs résultats. On a vraiment réussi à beaucoup mieux cibler nos campagnes. Dans certains cas, on a même nos modèles prédictifs ont permis de réduire la cible à 90% de la population de départ, et donc de pouvoir prioriser les personnes qu'on allait contacter en premier. Quand vous avez 200 000 clients et qu'il faut choisir ceux que vous allez contacter en premier, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, ça c'est la première raison pour laquelle on m'a invité à faire la modération. Et la deuxième, c'est qu'en tant que directeur de l'expérience client, j'attache une grande importance évidemment au bien-être de nos clients et à ce qu'on appelle la pression médiatique. Je pense que vous comme moi, quand on reçoit des publicités qui sont non désirées, on peut être exaspéré. Et de ce fait-là, ces publicités, si on arrive à mieux les cibler, je pense qu'on fait quelque chose de bien, à la fois pour Post et pour nos clients. Voilà, à l'agenda aujourd'hui, on aura différentes... voilà, vous voyez l'agenda. On va aborder différentes choses. En fait, quand on a conçu cet agenda, on s'est posé la question que faire. Et donc, je me suis permis de demander à différentes personnes qui s'étaient inscrites à ce forum, ce qu'elles attendaient du forum. Et en fait, elles m'ont dit, certains intéressés par le RGPD, d'autres par la partie technique, d'autres par la partie plutôt modèle prédictif. Et donc, on vous a concocté un agenda pour pouvoir répondre, on l'espère, à la plupart de ces questions. Évidemment, on pourra également répondre à d'autres questions à la fin de ce séminaire, de ce forum, et ultérieurement. À l'agenda donc, Nicolas va d'abord vous parler un peu du big picture, va vous parler de la data intelligence et de la big data en général. Ensuite, on va aborder un aspect très très important, comme vous vous en doutez, qui concerne la gouvernance des données et tout ce qui concerne le RGPD. Et puis, on va venir un peu plus en détail sur la plateforme que Post a mis en place, la plateforme Post Data Intelligence. Et puis, vous verrez ce que Post peut faire pour les clients. C'est un petit peu comme Amazon il y a quelques années, qui s'était lancé dans la vente de livres par correspondance, en ligne, on va dire, et qui, au final, a penser qu'elle pouvait également vendre d'autres choses et en faire profiter d'autres personnes. C'est un petit peu la démarche dans laquelle Post s'inscrit aujourd'hui. Et à la fin, ce sera l'occasion d'accueillir notre deuxième invité, donc le CIO de la banque Raiffeisen, qui nous parlera de son cas d'usage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais encore juste vous dire que si vous souhaitez poser des questions, c'est tout à fait possible. À la droite de votre écran, vous avez le petit écran Slido. Vous pouvez poser vos questions. Petite précision, si jamais vous avez mis la vidéo en écran, en plein écran, il faudra revenir à l'écran normal pour que vous puissiez revoir l'écran Slido. Voilà, il est déjà temps pour moi d'accueillir le premier invité. Je suis très heureux d'accueillir Nicolas Vivarelli, donc le chef de la data intelligence de Post, et je lui cède la parole. Voilà. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui.
Merci Luc pour cette introduction. Ça va nous permettre de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, comme l'audience est très variée, on va regarder un peu quels sont les challenges. Avant de parler du big data, quels sont les challenges qu'on essaie d'adresser. Alors, les challenges en termes de data, vous avez, nous, entreprises, avons de plus en plus d'informations à traiter, souvent hétérogènes. Il faut pouvoir les emmagasiner, en tirer de la connaissance. Nous avons aussi régulièrement des problèmes de qualité de données. Il faut pouvoir pallier à ça. Et malgré tout, nous avons un besoin de prédire les choses, du comportement client, du comportement d'achat, du risque client sur certains crédits, par exemple. Gérer ses stocks, pouvoir avoir des analyses prédictives pour connaître et prédire ses stocks. Donc, le challenge, en général, c'est comment exploiter les données de l'entreprise. C'est tout naturellement donc que Post s'est tourné vers la technologie Big Data pour adresser ces questions. Alors, le Big Data, ça correspond à l'ensemble des outils qui permettent d'emmagasiner des données, d'aller les chercher, les stocker, les interpréter pour en tirer de la connaissance, pour répondre aux grandes questions que se posent nos entreprises. Alors, quand on parle du Big Data, on parle souvent de data, des 5 V que représentent ces data. Tout d'abord, le V de volume. Nous stockons, nous générons tous, en tant qu'entreprise, un large volume de données. Le V de velocity. Hier, ces données étaient générées en batch. Aujourd'hui, ces données sont générées en temps réel. Il faut pouvoir les interpréter, il faut pouvoir en tirer de la connaissance tout de suite. Le V de variété. Les sources de données sont très, très hétérogènes. On doit pouvoir les stocker dans un endroit unique et pouvoir les combiner entre elles pour en tirer de l'information. Le V de véracité. Les données, par défaut, ne sont pas de bonne qualité. On doit pouvoir les traiter, on doit pouvoir identifier les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes. Tout ceci à base de règles techniques, de règles business. Il nous faut des outils spécifiquement dédiés à ces problèmes de qualité de données. Et enfin, le V qui est souvent oublié, c'est le V de valeur. Les valeurs, les données que nous générons ont une très grande valeur. Nous sommes assis tous sur des mines d'or d'informations. On doit avoir des outils qui permettent de les exploiter pour en tirer de la valeur, de la connaissance. Donc, le point central du Big Data, c'est la donnée. Où est-ce qu'on la stocke, cette donnée? C'est dans un data lake. Alors, qu'est-ce qu'un data lake et qu'est-ce qui a conduit les entreprises comme Post à s'équiper d'un data lake? Historiquement, il y a 20-25 ans, les entreprises généraient très peu de données et très peu les exploitaient aussi. Elles étaient souvent stockées sur un ordinateur, sur un serveur, quelque part, et en fait, on n'en avait pas besoin parce qu'il n'y avait pas vraiment de use case. Petit à petit, on a commencé à emmagasiner plus de données et on les a stockées dans ce qu'on a appelé des Enterprise Data Warehouse. Donc, c'est une structure de données agrégée qui est vraiment structurée pour servir un use case. Le problème, c'est que tous ceux qui viennent du monde de la BI le savent. On a fini de développer un data warehouse et là, le marketing reçoit son data warehouse pour faire des analyses et nous dit qu'il nous manque une dimension, un axe d'analyse. Et là, c'est le drame, il faut repartir sur tout le cycle de développement parce que les agrégations ont déjà été effectuées. La structure n'est donc pas évolutive. En parallèle, de nombreuses autres sources de données sont venues se rajouter. Des réseaux sociaux, nos CRM. Là, le data warehouse n'est plus adapté pour faire des analyses. C'est là que le data lake est né. Donc, on me demande souvent quels sont les cas d'utilisation d'un data lake. Alors, dans la data science, il y a 3 grandes familles. Et ces 3 grandes familles, c'est un parcours. Il faut déjà commencer par la base, la data discovery, pouvoir analyser ces données, souvent avec des outils graphiques. Quelle est la répartition de mes clients par âge, par nationalité? Il faut répondre à des questions simples. C'est là aussi qu'on va découvrir des problèmes de qualité de données. C'est vraiment la base. Ensuite, dès qu'on a terminé cette data discovery, on peut arriver au data mining. Là, on se sert d'algorithmes pour générer de l'information sur base des données qu'on a emmagasinées. On va aussi segmenter sa base client. C'est nécessaire quand on veut faire des actions marketing. On ne peut pas, comme Luc disait, faire une action marketing globale. On doit dédier des actions marketing sur des segments clients, les segments clients qu'on veut toucher. C'est la base du data mining. Ensuite, une fois que cette action est maîtrisée, cette activité est maîtrisée, on arrive à la quintessence de ce qui se fait en matière de big data, c'est le machine learning, l'intelligence artificielle. Dans ce cadre-là, on emmagasine des données, on entraîne
des algorithmes pour qu'ils prennent des décisions. On entraîne des algorithmes avec des données réelles pour pouvoir prédire l'avenir. On va prédire quel client va acheter tel produit, quel client va partir à la concurrence, quel client ne va pas acheter tel produit. Voilà les cas d'utilisation d'un data lake. Alors, avant de parler data lake, avant de construire un data lake, Post a lancé un grand chantier. C'est la gouvernance de données. C'est vraiment nécessaire, avant la construction d'un data lake, on doit avoir tous les processus en place de gestion des données pour gérer, par exemple, la qualité des données. Donc, comme je disais, on doit s'équiper d'outils, mais pas seulement d'outils, de processus pour identifier les valeurs manquantes, les valeurs aberrantes. Toute cette qualité de données-là fait qu'on aura des bonnes analyses plus tard et des modèles prédictifs qui sont pérennes dans le temps. C'est vraiment très, très important. Ensuite vient le système de dictionnaire de données. Dans ce dictionnaire de données-là, ça permet d'ajouter un contexte. On rajoute des informations sur les données, d'où est-ce qu'elles viennent, qui est le data owner, une définition business. Cette couche d'informations-là va permettre aux data scientists de partager la donnée, de partager leurs résultats, de travailler vraiment vraiment en mode collaboratif. Ce dictionnaire de données-là est aussi très très important pour le troisième point qui est la confidentialité des données. La confidentialité des données doit être renseignée dans le dictionnaire de données. Un data scientist qui se connecte à une plateforme Big Data doit connaître le niveau de confidentialité et le niveau de sécurité de la donnée qu'il est en train de traiter, avec qui il a le droit de la partager. Cette donnée ou les résultats produits sur base de cette donnée, il doit comprendre et savoir avec qui partager tout ça. Donc ça, c'est la confidentialité des données. Tout ce qu'on a monté chez Post est en mode privacy by design en utilisant cette fonctionnalité. Une autre gestion qui utilise le dictionnaire de données aussi, la rétention et l'archivage des données. Nous savons que dans le Big Data, les données ne peuvent pas être retenues indéfiniment. C'est normal, c'est renseigné dans une métadonnée, la durée de rétention, et on a des processus, on doit mettre en place des processus qui vont supprimer la donnée une fois qu'elle a dépassé la durée de rétention. D'un point de vue légal, c'est vraiment prioritaire. Quand on parle du point de vue légal, un nouvel élément est apparu pendant qu'on a monté notre gouvernance de données, c'était le fameux GDPR. Donc, nous avons tout naturellement mis en place une analyse d'impact sur la protection des données, un DPIA. Nous avons renseigné pour chaque finalité les données que nous allons utiliser, les durées de rétention, les moyens techniques et organisationnels qui permettent de garantir la protection des données de nos clients. Nous sollicitons notre DPO avant chaque projet Big Data, en interne ou en externe. Ce DPO-là peut aider aussi nos clients à remplir leur DPIA. D'un point de vue sécurité, maintenant, on ne parle pas plateforme Big Data sans parler sécurisation de cette plateforme. Nous avons travaillé étroitement avec l'entité Cyberforce de Post, qui a agi en tant que tiers de confiance indépendant pour des revues d'architecture de notre plateforme, des recommandations continues, des tests de pénétration réguliers et une aide à l'anonymisation des données. Ils ont acquis une très grande connaissance et une très grande expertise dans l'anonymisation des données. Ils se proposent maintenant d'aider nos clients, avant d'emmagasiner les données dans notre plateforme, d'anonymiser, de pseudonymiser chez eux leurs données. Alors, une fois que tous les aspects gouvernance de données, sécurité, légale étaient verrouillés, nous sommes tout naturellement arrivés à la construction de notre plateforme. Donc, pour construire notre plateforme, nous avons intégré et mis en communication tous les outils qui permettent donc d'intégrer la donnée, de stocker la donnée, d'y travailler et de restituer les résultats. On a commencé par développer des connecteurs. Nous avons développé des connecteurs pour toutes les sources de données possibles, que ce soit des CRM, on-cloud, on-premise, des bases de données, Oracle, SQL Server, NoSQL, tout type de fichiers aussi. Voilà, on est capable de récupérer n'importe quel type de données. Quand je parle de type de données, on est capable de récupérer des données structurées, non structurées, semi-structurées, en batch ou en temps réel. Ces données-là, on le stocke dans le data lake de Post. Ce data lake-là, une fois que les données ont dépassé leur durée de rétention, elles sont bougées, elles sont agrégées et elles sont bougées dans un conteneur d'archives pour pouvoir malgré tout être accédées pour d'autres cas.
En couche transversale, on a bien entendu implémenté toute notre gouvernance de données, les aspects sécurité, les aspects réglementaires. C'est tout le cycle de vie de la donnée qui est là. Nous nous sommes équipés aussi pour nos clients de solutions partenaires pour offrir à nos clients la possibilité de résoudre leurs problèmes de data quality et travailler sur des outils d'aide à l'intelligence artificielle. Cette plateforme-là, on la propose en 2 modes. On peut créer un conteneur dans la plateforme mutualisée Post, donc c'est une ségrégation logique des données, ou on peut créer une structure dédiée, parce que certaines sociétés ne peuvent pas voir d'un point de vue légal leurs données combinées dans une structure globale. Donc, on peut créer une structure physiquement séparée, avec des accès physiquement séparés à leur data lake. Sur ce data lake-là, on a branché des interfaces web pour permettre aux data scientists et data engineers de visualiser leurs données, de préparer leurs données en mode collaboratif, et enfin des interfaces pour coder en Python, en R, en Scala, en mode self-service, toute leur analytics, en fait, vraiment les travaux data science. Alors, à quelle fin? Parce que c'est vraiment ça l'important. On offre à nos clients la possibilité de créer sur leurs clients finaux une vue client à 360 degrés et des analyses prédictives. Donc, ils vont intégrer les données et ils vont pouvoir déterminer quels sont leurs clients qui sont amenés à partir à la concurrence, quels sont leurs clients qui vont acheter tel produit, telle option. Alors, cette plateforme-là, on a eu un grand succès en interne. On la décline maintenant dans une offre complète et adaptée à tous nos clients. Alors, en fait, pour chaque client a un degré de maturité différent. On propose donc 3 types d'offres. Premièrement, le Data as a Service. C'est vraiment pour les clients les moins expérimentés d'un point de vue data. Ils délèguent complètement leurs activités analytiques à Post. Nous allons chercher les données chez eux, nous les anonymisons avec notre tiers de confiance et nous leur faisons tous leurs travaux analytics et leur restituons les résultats. D'accord ? Le deuxième mode, c'est le mode Software as a Service. Alors comme je disais, on s'est équipé de solutions partenaires pour pouvoir offrir à nos clients externes qui ne disposent pas de data scientists mais qui ont quand même une équipe data avec une appétence data science, on leur propose des outils d'aide au machine learning où ils n'ont pas besoin d'apprendre les langages Python, R pour pouvoir faire du machine learning. En mode drag and drop, ils peuvent vraiment créer leur premier modèle prédictif, les mettre en production et récupérer les résultats, les scoring pour scorer leurs clients. Et enfin, le dernier mode, c'est pour les clients totalement autonomes, le mode Platform as a Service. On crée un conteneur dans notre plateforme, un tenant, comme on appelle ça, où on va offrir la possibilité aux data scientists de notre client d'uploader leurs données et d'avoir accès à leur web interface pour coder en Python, en R, leurs algorithmes de data science. Alors, pour des raisons de confidentialité, on ne peut pas bien sûr parler de tous nos clients, mais nous avons ici quelques références. Nous sommes actifs dans le domaine de la santé. Nous travaillons pour une agence gouvernementale qui a créé chez nous un data lake avec nous, avec notre support, pour amener leurs data scientists à anticiper et à détecter plus rapidement des maladies orphelines, des maladies rares et des affections longue durée. Nous sommes aussi très actifs dans le secteur des transports. Dans ce cadre-là, on est, donc, comme je disais, très actifs dans le projet Safety Related Traffic Information. C'est un projet de sécurité routière. Et dans ce cadre-là, on emmagasine en temps réel les données qui sortent des capteurs des voitures qui circulent en Europe. On en crée de la connaissance, de l'information, comme une route glissante, un accident, de mauvaises conditions météo. Et on met ces informations-là à disposition des GPS, TomTom par exemple, via des API. On est aussi actif dans le domaine des statistiques. Dans ce cadre-là, une agence gouvernementale se branche sur notre plateforme pour des statistiques basées sur des très larges volumes de données. Et enfin, un use case Raiffeisen, et je vais laisser la parole à Luc, qui, avec Nabil Meziani, va vous décrire ce use case. Merci. Je retire juste mon masque. Oui, si j'arrive, sinon il va rester comme ça. Oui, merci Nicolas. Je voulais te poser encore 2-3 petites questions avant de passer à Nabil. La première, c'est combien de temps est-ce que ça a pris pour mettre en place toute cette plateforme chez Post? Toute cette plateforme, pour avoir une plateforme robuste, scalable, c'est 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Okay. En fait, on fait économiser à nos clients qui manquent de temps
ces 2 à 3 ans de construction d'une plateforme. On les onboard et demain, ils sont directement en production avec leur plateforme Big Data. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la mise en place de tout ça? Le plus compliqué, Oui. la gouvernance de données. OK. C'est primordial, c'est ce qui prend du temps. C'est pas forcément le plus attractif, mais c'est nécessaire pour faire des analyses pérennes. D'accord. Et si tu devais donner un... J'ai réussi enfin à me débarrasser de mon masque dans l'oreillette. Si tu devais nous donner un pourcentage du temps que vous avez finalement passé sur la partie technique et plutôt sur la partie, on va dire, légale, tout ce qui est lié à la gouvernance, au DPI, etc. Qu'est-ce que tu dirais? C'est 50-50. 50-50. On est sur 50% de gouvernance de données, sécurité légale. Le reste, c'est de la technique et peut-être même moins de 50% de technique. Très très bien. De quel projet es-tu le plus fier finalement? De quel projet? Le projet de sécurité routière. On aide à sauver des vies, c'est vraiment un projet éthique et donc c'est très louable. Voilà. J'ai une première question qui va peut-être t'intéresser, que je viens d'avoir sur Slido, c'est est-ce que le secteur de l'industrie fait aussi partie de vos références? Est-ce qu'on a travaillé pour l'industrie? Est-ce qu'on pourrait travailler dans le futur pour l'industrie? On pourrait travailler pour l'industrie. Toute entreprise a des données, toute entreprise génère des données et a besoin de prédire, a besoin de prendre des décisions, de driver sa société. Donc oui. Tout à fait. Donc des capteurs installés dans une usine, bien entendu. C'est un peu ce que vous faites avec les voitures, si j'ai bien Bien compris. entendu, Le projet oui, sur le transport, c'est lié à ça. Et en fait, vous allez, tu me disais hier que vous récupérez des données de chez Volvo, de chez BMW, de chez Ford. C'est ça, tout à fait. Mercedes, Daimler. Voilà, pour justement alimenter les données. Et exactement, on alimente un gros data lake. On combine les données. Alors, elles sont très hétérogènes. J'en parlais de l'hétérogénéité des données. On ne peut pas avoir plus hétérogène. Chaque constructeur a son propre format de données. On les intègre ensemble en temps réel et on en tire de la connaissance qu'on met à disposition via des API. Très, très bien. Merci beaucoup Nicolas. On aura certainement encore l'occasion de te reposer des questions par la suite. J'en viens maintenant à notre deuxième invité. Je suis très content d'avoir parmi nous Nabil Medjani, qui est donc, comme je vous le disais, le CIO de la banque Raiffeisen. Et je me suis un peu renseigné sur son profil et je dois dire qu'il est impressionnant. Nabil est tout d'abord ingénieur EPITA. J'ai appris que c'était l'école des ingénieurs en intelligence informatique. Donc là, on est déjà très très fort. Très fort dans le sujet. Ensuite, il a travaillé dans la R&D chez Alcatel-Lucent et puis il a été Strategy Quality Manager chez Millicom, à la fois en Afrique et en Amérique latine. Et puis avant de rejoindre Raiffeisen, il a passé 5 ans chez Rakuten. Il a eu l'occasion de créer une banque en Europe pour Rakuten, une institution de paiement au Luxembourg aussi pour Rakuten. Et enfin, il a passé sa dernière année à la Silicon Valley pour établir une licence bancaire donc aux États-Unis, toujours pour Rakuten. Et voilà, depuis près de 2 ans, il est donc CIO de Raiffeisen. Et c'est un grand plaisir, Nabil, que je te cède la parole pour nous faire part de ton témoignage. Et la première chose que je voudrais te poser, c'est, comme je sais que dans l'audience, tout le monde ne connaît pas Raiffeisen, c'est que tu nous donnes en quelques mots ce que fait Raiffeisen et quel est ton rôle au sein de la banque. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, pour répondre à tes questions, Luc, tout d'abord, la banque Raiffeisen, c'est la première banque coopérative luxembourgeoise. Et donc, de ce fait, c'est une banque qui dispose d'un fort ancrage local. C'est une banque indépendante qui concentre son action commerciale, en tout cas sur le Luxembourg, et qui se positionne sur 3 segments principaux, qui sont la banque de détail, les petites et les moyennes entreprises et la gestion patrimoniale. Donc, notre objectif en tant que banque, c'est de créer une relation durable avec nos clients et nos membres. Et c'est pour cela, en fait, qu'on place systématiquement l'intérêt de nos clients au cœur de nos préoccupations. J'exerce depuis maintenant presque 2 ans la fonction de CIO et j'ai rejoint la banque principalement pour engager la transformation du département IT dans le contexte de la stratégie 2025. Très très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. La deuxième question que je voulais te poser, c'est, voilà, tu t'occupes de transformation digitale. Quelle était en fait la problématique? En fait, à quelle question est-ce que tu cherchais les réponses en utilisant le big data? D'accord. Donc,
Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je suis arrivé au sein de la banque, j'avais un plan de transformation IT qui s'appuie sur principalement deux axes. Le premier axe, d'une part, c'était l'amélioration de notre dextérité digitale. Et le deuxième axe, qui était aussi central, c'était, en tout cas, c'est la monétisation de la donnée. Alors, dans ce contexte, on peut assez facilement comprendre que la mise en place d'une plateforme de big data est cruciale, en tout cas, pour l'implémentation de cette stratégie. Pour nous, en tout cas, la monétisation de la donnée passe non seulement par l'implémentation de techniques de cross-selling, d'upselling, de down-selling, d'analyse de churn et d'identification de nouveaux segments clients, mais ça passe aussi par l'automatisation des processus décisionnels via l'introduction en fait, de l'intelligence artificielle dans nos processus métiers. Très très bien. Et justement, tu viens de l'aborder brièvement, donc de dire que ça passe aussi par des processus décisionnels. Quelles étaient les pistes que vous avez envisagées pour justement répondre à cette problématique et surtout quelles étaient les contraintes auxquelles vous avez dû faire face? Alors, évidemment, dans un premier temps, ce qu'on a, nous, considéré et envisagé, c'était d'implémenter en fait une plateforme en interne. Mais en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que le time to market qui était nécessaire pour le déploiement de ce type de plateforme ne nous permettrait pas d'atteindre notre objectif pluriannuel de transformation. Et c'est pour ça, en fait, on s'est assez naturellement tourné vers la plateforme de data intelligence de Poste parce qu'elle disposait en fait de toutes les capacités digitales dont nous avions besoin. Très bien. Ça vous a fait gagner combien de temps le fait de passer par poste? Alors, en réalité, je pense que ça nous aurait pris au moins trois ans. Donc, quand on imagine que sur un plan de transformation qui est censé durer à peu près de 4 à 5 ans, 3 ans, c'est beaucoup trop. Donc, je pense que par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est une réalité. On se serait posé plein de questions sur les choix des outils, sur la stack technologique à mettre en place. Et pour nous, ça a été vraiment un game changer dans la mesure où effectivement, là, en fait, on avait tout à disposition et on pouvait se concentrer vraiment sur ce qui importe, Très très bien. importait pour le métier. Très très bien. Et donc justement, en quoi est-ce que Poste vous a aidé? Tu l'as dit, c'était peut-être je sais pas, du conseil, de parler déjà avec des gens qui avaient un niveau de maturité. Comment est-ce que Poste vous a aidé dans cette démarche? En fait, au-delà on va dire de la qualité de la plateforme mise en place et de la stack technologique, Post en fait nous a aidé sur plusieurs niveaux. Alors le premier niveau, et je pense, et Nicolas en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment tous les aspects anonymisation et sécurité des données. Le département Cyberforce en fait nous a vraiment permis d'avancer assez rapidement sur ces problématiques parce que on se posait beaucoup de questions. Mais on a eu un accompagnement de qualité qui nous a permis d'avancer assez rapidement. Et d'autre part aussi sur l'accompagnement en fait de ces data scientists. Et ça aussi, ça nous a permis d'échanger en fait sur les meilleures options d'implémentation et sur toutes les problématiques aussi métiers qui sont afférentes en fait à la mise en place de ce type de plateforme. Très très bien. Prochaines étapes, qu'est-ce que vous envisagez de, de faire après ça ou de continuer? Est-ce que vous envisagez de continuer dans cette voie? Alors évidemment, en fait, donc la première étape, moi, j'avais énuméré un peu toutes les techniques en fait qu'on va essayer d'implémenter, enfin qu'on va implémenter là incessamment sous peu. Les prochaines étapes pour nous, en tout cas la prochaine étape, ça va être vraiment de travailler sur l'estimation de ce qu'on appelle le willingness to pay de nos clients et de nos membres, afin de leur proposer en fait des bundles de services et de produits qui correspondent complètement à leurs attentes. Très très bien. Merci. J'ai envie de te poser encore quelques questions. Quand on parle de banque, il y a évidemment tout un secret. Je pense qu'on est tous clients d'une banque au moins et on a envie évidemment que nos données soient protégées. Comment vous faites alors finalement pour faire des modèles en garantissant cette confidentialité? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour garantir cette confidentialité, en fait, on travaille beaucoup avec les équipes de poste. Donc, en fait, il y a cette expertise en fait sur laquelle on peut se reposer, qui est vraiment un avantage en tout cas pour notre stratégie, enfin pour l'implémentation et l'exécution de notre stratégie. D'accord. Et de toute façon, les données sont anonymisées, donc les données que vous mettez sur la plateforme de poste ne permettent pas
ne permettent pas de retrouver les noms des clients qui sont chez vous. Complètement. Mais là où ce qui est intéressant avec Cyberforce, c'est qu'il pousse en fait l'exercice vraiment beaucoup plus loin en fait sur l'anonymisation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté d'aller loin sur l'incapacité finalement à recréer, en tout cas à récupérer ou reconstruire l'information sur la base de ces données anonymisées. Donc c'est vraiment un avantage réel, en tout cas quand on veut s'assurer que l'anonymisation des données est respectée. Très très bien. Donc, je pense que c'est indispensable. Pour ceux qui ne le savent pas, Cyberforce, c'est un département de Poste Luxembourg qui a été créé, je dirais, il y a maintenant 2 ans, presque 2 ans, qui était en fait ce que Poste a fait, on a mis dans une entité tous les experts en cybersécurité de Poste, de BRC, de filiale de BRC, et c'est une équipe d'une 40aine de personnes maintenant qui font que ça, qui font des penetration tests, qui font des tests voilà, comme dans le cas de Nabil, d'anonymisation de données qui permettent de voir s'il y a un risque. Donc ils ont toute une série de casquettes. Le but n'est pas de présenter Cyberforce aujourd'hui, mais je pense que, Nicolas, tu le confirmeras, c'est très important d'avoir une entité comme Cyberforce à ses côtés quand on est qui agit en tant que tiers de confiance indépendant. C'est ça. Et je pense que pour nos clients aussi, le fait d'avoir, comme pour Raiffeisen, un Cyberforce qui peut intervenir et qui peut sonder finalement et valider la démarche, c'est quelque chose de très très important. Tout à fait. Une aide à la pseudonymisation, à l'anonymisation, c'est primordial. C'est primordial, ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup Nabil. On a compris que vous étiez en bonne voie pour mener à bien vos scénarios d'upsell, de cross-sell, parce que ça revient finalement à ça. Hein. La data pour la data, ça ne sert à rien. On est tous d'accord, comme le dirait Nicolas, c'est un data lake, c'est un lac de données. Et si on n'en fait rien, comme tu le disais, la valorisation de ces données, voilà, on passe à côté de quelque chose. Moi, je dois dire que j'étais en tant que directeur du marketing, époustouflé par ces modèles. Et j'ai peut-être envie de demander à Nicolas, comment est-ce que ces modèles fonctionnent finalement? Parce que prédire, on n'est pas Madame Irma. Comment est-ce que quand on a un set de données sur quelques mois passés, comment est-ce qu'on va faire finalement pour pouvoir, grâce à la plateforme, prédire ce qui va se passer dans les 1 ou 2 mois suivants? Alors, on a un ensemble d'algorithmes qu'on applique à des données du passé, par exemple pour prédire de l'upsell. On va regarder qui a acheté plus que ce qu'il consommait, et plus que son package habituel. Okay. D'accord ? Donc on va regarder, et qui n'a pas acheté aussi, qui a gardé son package habituel. Et on va regarder quels étaient leurs comportements dans les 3 derniers mois, quels étaient leurs patterns, leurs données signalétiques aussi, est-ce que c'était plutôt des hommes, des femmes. Et en fait, on donne à manger ça à un cluster, à un ensemble de machines sur lesquelles on fait tourner des algorithmes qui sont très gourmands, mais qui vont aller vraiment chercher dans le détail de la donnée quels sont les comportements qui expliquent qu'un client, il va déclencher une action d'achat ou il va partir à la concurrence. Et on a des très très bons résultats. Et ça, bien sûr que ces modèles-là, on les valide a posteriori pour savoir s'ils sont toujours valides. Parce que quand on crée un modèle, il suffit qu'un concurrent sorte une offre et ce modèle-là, tu le connais en marketing, il est obsolète. On doit les revoir et c'est ce qu'on a créé chez Post, une model factory. On revoit nos modèles de façon automatique pour pouvoir avoir le modèle qui colle au marché le jour où on le génère. Ouais. Ce que j'ai écrit, ça me rappelle beaucoup de choses. Et je me souviens, peut-être en 2 mots, le premier modèle qu'on a fait, c'était un modèle de churn. On travaillait avec 178 variables. On avait 10 variables calculées à partir de ces variables-là. Des deltas, des ratios. Voilà, on avait 5 mois de données. On avait également laissé de côté 20% de l'échantillon, donc de façon aléatoire. Plus tard. Pour pouvoir tester le modèle sur eux. Ensuite, on a abouti à ce modèle. Ça a pris... Finalement, la partie celle qui prend du temps, comme tu dis, c'est la gouvernance, mais c'était aussi l'extraction des données. Prend du temps. Résoudre des problèmes de qualité de données. C'est pour ça qu'on s'est équipé par la suite d'outils qu'on propose d'ailleurs à nos clients. Ça accélère vraiment l'implémentation d'un modèle. Voilà. Et puis on prend ces données, une fois qu'on a vérifié la qualité, on établit le modèle, et le modèle, et c'était vraiment impressionnant de le voir, sort donc sur plus de 180 variables au total, on sort les 10-11 variables qui ont un impact sur le churn et ont vraiment du sens. Et c'est sur celle-là qu'on va pouvoir travailler. Voilà. Et le but, c'est d'avoir une liste de clients avec leur scoring, leur appétence sur un produit ou la probabilité qu'ils partent à la concurrence. Exactement. Et on prend ce fichier-là et on appelle les premiers clients et on a vu tout de suite les résultats. Ouais. Je vais peut-être encore citer un exemple de Post, c'était sur du prépayé postpayé. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une carte prépayée. C'est une carte qui permet de téléphoner en
la rechargeant. Néanmoins, elle a des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que le coût des communications est plus élevé sur un abonnement prépayé que post-payé. Alors ça, c'est un inconvénient pour le client. Pour Post, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un client qui est en prépayé, il n'a pas la tâche, il n'a pas de contrat, et il peut peut-être churner plus rapidement qu'un client qui a simplement un abonnement basique. C'est un abonnement à 0 € où il paye juste ses communications, à peu près le même principe. Et donc, on se demandait aussi comment et quels clients contacter parmi ceux qui étaient en prépayé pour leur proposer un contrat, même à 0 €. Et en fait, ce que le modèle que Nicolas a mis en place, c'est de pouvoir, donc on parle de dizaines de milliers de clients, c'est de pouvoir identifier 10% de clients qui représentaient les 90% de personnes qui avaient une chance ou une très forte probabilité de passer à ça. Alors, c'est des gens qu'on appelait, et vous imaginez l'impact sur les coûts de pouvoir se consacrer à seulement 10% des clients par rapport à la totalité, où on allait devoir de façon aléatoire les appeler avec 9 fois sur 10 de chances qu'ils ne soient pas intéressés par l'offre. Donc c'est vraiment ça, moi j'ai trouvé C'est le but d'un modèle prédictif, voilà, c'est pouvoir concentrer une action marketing sur les clients dont on est quasiment persuadé qu'ils vont réaliser une action. Voilà. Et ce que tu décrivais tout à l'heure avec TomTom et ton cas des transports est également impressionnant quand tu m'en as parlé. Je me souviens que tu me disais que la plateforme en fait regarde si à un moment donné sur un endroit géographique, on détecte que les ESP de plusieurs voitures se déclenchent. Ça, c'est quelque chose que la voiture va donc remonter. Et si on arrive à voir qu'il y a, je sais pas, 5 ESP qui sont déclenchés au même endroit, au même moment, on va pouvoir afficher une dangerosité plus élevée de cette partie de la route. Et donc, prévenir les voitures derrière qui ont leur GPS TomTom allumé qu'il y a une zone de danger à cet emplacement. Voilà. Et donc c'est vraiment, moi ce qui m'a, au début on dit big data, c'est un grand mot, etc. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que c'est du réel, c'est vraiment du concret et ça répond vraiment à des questions business. Nabil, je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus de ce que tu as vu. Je pense que chez vous aussi, vous avez essayé de répondre à des choses très concrètes. Oui, en fait, comme je l'avais dit auparavant, en fait, notre vraie problématique, ça va être d'intégrer des logiques de mass customization pour optimiser finalement en tout cas les packages qu'on peut, enfin en tout cas les bundles de services et de produits qu'on peut offrir à nos clients. Donc ces modèles prédictifs vont nous permettre en fait de vraiment créer de la valeur. Et c'est ce que tu disais aussi, hein, c'est finalement tout sera dans l'optimisation finalement des activités de marketing et de formalisation en tout cas de l'offre. Très très bien. Parfait, mais merci beaucoup à vous deux. J'ai beaucoup parlé du sujet. J'ai d'autres questions qui nous sont arrivées entre-temps. Alors, je commence par la première. De quels prérequis avons-nous besoin pour nous lancer dans le big data avec Post? Quels sont les prérequis, Nicolas? Aucun prérequis. De la data. Aucun prérequis. Que vous soyez une petite entreprise ou une moyenne entreprise, une grande entreprise, vous générez tous des données, il n'y a pas de prérequis. On vous aide d'ailleurs dans la connaissance de vos données, c'est ça le but aussi. Dans toutes les étapes, parce que comme on a vu, la data science, c'est un parcours. On commence petit par la data discovery, apprendre à connaître ces données, à découvrir quelques patterns qui sont cachés à l'œil nu. Par le data mining après, et enfin par l'intelligence artificielle. On accompagne toutes les sociétés qui ont de la donnée. Il n'y a aucun prérequis. Ok. Donc, bon, c'est très clair, merci beaucoup. Tant qu'il y a de la donnée, on peut en faire quelque chose. Et les entreprises seraient vraiment étonnées de voir ce qu'on peut faire avec leurs données. Ok, ça j'en suis convaincu. Très bien. J'ai une autre question un peu plus pointue. Voilà, j'ai une équipe de data science qui pourrait avoir besoin de ce type de plateforme. De quels éléments avez-vous besoin pour me faire un pricing? On parle déjà de l'offre. Ok. Alors tout d'abord, on va réserver un conteneur dans notre plateforme. Pour estimer la taille du conteneur, je vais avoir besoin de savoir combien de data scientists vont se connecter en parallèle, d'accord, et quels vont être leurs cas d'usage. Parce que bien entendu, on ne va pas proposer un conteneur tout de suite pour faire du machine learning qui est très consommateur en CPU. On va déjà commencer par un conteneur qui permet de faire de la data discovery, du data mining et potentiellement plus tard monter sur des conteneurs un peu plus performants. Donc j'ai besoin de savoir quels sont les cas d'usage et combien de data scientists vont se connecter et on peut faire un pricing. D'accord. C'est très simple. Et c'est évolutif. Ça prend combien de temps pour avoir une offre? Une semaine? Non, 3 jours. Ok, bon, d'accord. Parce que la plateforme est en place. Parce que la plateforme est en place. Créer un tenant maintenant dans cette plateforme, on crée un conteneur, c'est très facile.
OK. On a une ségrégation des accès. On garantit que les données de notre client Y ne seront jamais mélangées avec les données de notre client X, comme on a en interne, parce que c'est une plateforme qui est mutualisée. Tout est en silo, il n'y a aucun problème. Et on propose dans chaque silo toutes les structures de données pour du structuré, du semi-structuré, du non-structuré, en batch, en temps réel. On a vraiment une ségrégation logique des données. OK. Et alors, bon, 3 jours pour l'offre, ou allez, une semaine, si les données sont disponibles, combien de temps faut-il pour mettre en place un premier modèle, avoir des Ça premiers dépend de la résultats? qualité des données. Ah, d'accord. Tout d'abord, mais en moyenne, on peut tirer un premier modèle en 3 semaines. En 3 semaines. Mhm. D'accord. Bon, ça me paraît très, très bien aussi. Nabil, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est important, je pense, pour vous, en tant qu'utilisateur aussi, d'avoir accès rapidement. Oui, non, mais complètement, en fait. Ce qui est important, encore une fois, pour nous, c'était le time to market dans notre stratégie. Hein. Donc, évidemment, le fait d'avoir une plateforme qui soit accessible, enfin, en tout cas disponible rapidement, avec des tenants spécifiques, où, en fait, toutes les contraintes de sécurité sont respectées. Parce qu'il ne faut pas oublier que comme en fait cette plateforme héberge nos données, c'est quand même une plateforme stratégique qu'il faut protéger. Donc avoir tout ça en fait à disposition, c'est quand même un très grand gain de temps. Et en fait, côté Raiffeisen, on se félicite en fait de pouvoir en bénéficier en tout cas et d'avoir pris cette décision d'aller avec Post. Très bien, merci. Merci. Je passe à la question suivante. Dans les médias, on a vu qu'un data center avait brûlé récemment. Je pense que la personne parle Question d'actualité. Je pense que la personne parle du data center d'OVH à Strasbourg qui a brûlé même 2 fois, le 10 mars et le 19 mars. Et donc la question est, quelles mesures Post a prises pour ne pas que ça arrive chez vous? Alors, on n'a pas attendu que OVH ait un data center qui brûle pour prendre des mesures. Et bien entendu, on ne peut pas empêcher un avion de s'écraser sur un data center. Oui. Par contre, nous, les mesures qu'on a prises, c'est qu'on a créé une plateforme qui est sur 2 data centers. Okay. Les nœuds du cluster Big Data reposent physiquement dans 2 data centers, avec des données qui sont répliquées, les données qui sont répliquées sur les 2 data centers. Tous les services tournent en mode actif-actif. Si on perd un data center, c'est totalement transparent pour le client. Il a toujours accès à ses données, il peut toujours continuer ses travaux. Sans perte de performance. Sans perte de performance. En fait, il ne se rend compte même pas qu'il y a un gros problème dans un parce que on est en mode actif-actif, tous les services tournent sur le data center distant. Ok. Ça a l'air bien fait, très bien. J'ai une autre question qui concerne le GDPR. Alors, on en a beaucoup parlé, on a dit qu'on allait anonymiser. Je pense que dans beaucoup de cas d'usage, il y a un intérêt légitime. Donc la question, c'est que peut-on faire quand il n'y a pas d'intérêt légitime? D'abord, moi, je serais tenté de te poser, quand il y a un intérêt légitime, est-ce qu'on peut tout faire ou pas? Ah ben non, ça dépend de la finalité. Okay. On détermine la base légale en fonction de la finalité et des données qu'on va traiter. D'accord? Mais alors, les entreprises seraient surpris par l'intérêt légitime qu'on peut utiliser comme base légale. C'est bien plus souvent que ce qu'on pense. Maintenant, de toute façon, il faut réaliser un DPIA. On propose aussi d'accompagner nos clients via notre DPO et toute l'équipe aussi légale dans la réalisation de leur DPIA. On doit renseigner de toute façon dans ce DPIA les durées de rétention, la base légale, donc l'intérêt légitime ou pas. Si on n'a pas d'intérêt légitime, ça sera le consentement client peut-être. Mais de toute façon, ça n'empêche pas de faire ces activités Big Data. En fait, les entreprises pensent que de par l'utilisation d'outils Big Data, on ne peut pas utiliser l'intérêt légitime comme base légale. C'est faux. C'est vraiment la finalité et les données utilisées. Après, bien entendu, il faut renseigner dans ce DPIA les mesures techniques et organisationnelles qu'on prend pour garantir la protection des données de nos clients. Mais c'est une documentation à faire. D'accord. Et je pense que notre DPO, qui n'est pas le dernier des DPO, puisqu'il s'occupe... On a la chance d'avoir un DPO chez Post qui voit plusieurs métiers, qui voit le métier courrier, finance, télécom, logistique. Donc on a un DPO qui a l'habitude de traiter des données de plusieurs entités avec des durées de rétention différentes, avec des finalités différentes. On a vraiment là quelqu'un qui a une très grande expérience et qui peut conseiller nos clients là-dessus. Très bien. Très intéressant. Je continue les questions parce qu'il y en a beaucoup qui nous arrivent. Un exemple de réalisation pour Post Télécom. Je pense que j'en avais déjà brièvement parlé. Donc, typiquement, un modèle de churn, ça peut C'était le premier modèle qu'on avait fait. Un des premiers modèles. Le cas du prépayé vers post-payé, où moi je trouve de l'upsell. De l'upsell. Quelqu'un qui a un abonnement Bamboo L, connaître son appétence à prendre un Bamboo XL.
Par exemple, ça va être aussi des options, conseiller des options, une option TV, une option phone. Voilà, c'est le genre de modèle qu'on fait là pour Poste Télécom. Et on en a beaucoup et on en construit, on a une roadmap encore très très longue. D'accord. Et je pense vraiment que là, le but, c'est l'efficacité. C'est d'éviter de devoir spammer, entre guillemets, tous les Bien clients. sûr, on gère la pression marketing sur les clients. On ne va pas contacter un client tous les mois pour lui proposer des choses qui ne lui conviendraient même pas. On va contacter un client quand on a quelque chose qui va lui convenir parce qu'on a scoré, on sait qu'il a une appétence à ce produit. Ou si on détecte qu'il va partir à la concurrence, on est en droit de lui proposer une réduction sur un forfait. D'accord. Alors j'ai une autre question. Est-ce que Raiffeisen et ou Post ont mis des efforts spécifiques sur la partie change management, entre guillemets, convaincre les utilisateurs? C'est peut-être une question plutôt pour Nabil, ça. Donc, est-ce que Post a mis des efforts spécifiques sur la partie change management, convaincre les utilisateurs? Voilà. Alors, je pense qu'il y a un travail pédagogique en fait à faire quand on veut mettre en place ce type de solution. Côté Post et Raiffeisen, en fait, on était, les différents métiers sont assez ouverts en fait à ce type de pratique. Et je pense qu'il y a une compréhension de manière générale que ça peut devenir, que c'est un avantage compétitif. Même au-delà de ça, au-delà de l'avantage compétitif, c'est une obligation aujourd'hui en fait d'adopter ce type de solution. Donc, la vraie difficulté finalement, c'est d'expliquer simplement comment mettre en place les choses et comment. Et la deuxième grosse difficulté aussi, c'est d'accompagner finalement les métiers pour les onboarder finalement avec l'IT. Parce que même effectivement, si on a l'impression que ça part de l'IT, c'est surtout des initiatives métiers, marketing qui sont business centriques. Donc c'est un gros travail de change, un gros travail d'accompagnement, un gros travail de pédagogie et de communication. Oui, ça, je vous rejoins tout à fait, Nabil. Et je pense que la meilleure chose pour convaincre finalement les utilisateurs en interne de l'intérêt du big data, il faut laisser essayer, il faut accepter des cas d'usage et montrer rapidement des résultats. Oui, et quand au tout début, les métiers ont peur de la boîte noire. On leur fournit un scoring, on dit appelez les personnes là et vous verrez. On dit mais pourquoi on les appellerait? Et ils font des tests et ils reviennent vers nous tout de suite. On en veut un pour le mois prochain. C'est tout de suite. Ouais. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans l'approche que tu as mis en place, Nicolas, chez Post, c'est que, comme je le disais auparavant, on a laissé 20% de l'échantillon de côté pour pouvoir tester, pour pouvoir créer le modèle. Donc le modèle a été créé sur 80% des données, en disons sur je sais pas, 100 000 clients, 200 000 clients sur une période de 5 mois. Une fois que le modèle est créé, et ça se fait, comme tu l'as dit, assez rapidement, on va tester ce modèle et on va l'appliquer sur les 20% de données qu'on avait laissées de côté. Donc ces données-là, elles n'ont pas été utilisées pour créer le modèle, mais ce sont des données du passé. Donc on sait exactement qui a acheté tel produit, qui est parti, etc. Et donc moi j'étais, j'allais dire, impressionné de voir que les deux courbes sont quasiment l'une sur l'autre. Ah oui, c'est comme ça qu'on valide un modèle. Le modèle ne partira en production que si ces fameuses deux courbes-là se touchent. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et quand on réplique sur des données de production, on a exactement l'appétence des clients. Voilà. Et peut-être encore une dernière remarque sur parce qu'on nous demande des exemples. Okay. Ce qui m'a vraiment impressionné quand on a fait ces premiers modèles, c'est ce qu'on appelle le lift. Le lift, c'est donc, tu sais, peut-être deux mots là-dessus. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus technique, mais personne nous demandait également de la technique. Si on n'a pas de modèle de prédiction, quand on va contacter 50% de la population, on va a priori toucher 50% de la cible. C'est l'a priori. Voilà, c'est l'a priori. Si on contacte 10% de la population cible, on va toucher 10% des prospects réels. Voilà. Le lift permet en fait de mesurer la relation entre les gens qu'on va contacter et ceux qui font partie du vrai potentiel, du potentiel utile, qui réaliseront l'action. Et très souvent, on a eu des lifts de 4, de 5 et une fois de 9. Donc un lift de 4, ça veut dire qu'on contacte 10% de la population et on va toucher 40% de la population cible, donc des gens qui ont a priori une plus grande probabilité de faire l'action qu'on cherche à. Donc on réduit le coût marketing et la pression marketing. Voilà. Et ça, c'est pas des choses qui arrivent une fois sur 10, ça arrive quasiment tout le temps qu'on a au moins un lift de cet ordre de grandeur. Ah, de toute façon, on ne passe pas en production avec un lift en dessous de 4. Voilà. Bon, très clair. Très clair. J'ai encore d'autres questions. Les données clients sont-elles stockées et encryptées? Alors, on peut les encrypter. Tous n'ont pas ce besoin, mais nous pouvons le faire. Okay. Il y a aussi des données. Il y a aussi des données, elles sont anonymisées. Certains clients n'ont pas besoin d'encrypter leurs données. Certains clients ont besoin d'encrypter les données. Voilà. On peut faire les deux.
Il faut savoir que ceux qui encryptent leurs données n'auront pas les mêmes performances lors du run de leur algorithme de machine learning que sur des données non encryptées. Voilà. Bon, c'est juste à savoir, mais on peut faire les deux. Tout à fait. C'est vrai que si les données sont anonymisées, il y a peut-être moins d'intérêt de les... Anonymiser ou pseudonymiser. Oui. Parce que souvent, ce que font les clients, ils pseudonymisent les données de leur côté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le nom-prénom, on va avoir un client ID qui, à nous, ne nous dit rien, de toute façon, et ils poussent les données chez nous. Voilà. Okay. Et il n'y a personne, juste à eux. Parce que comme ça, ils font leur scoring dans la plateforme et ils récupèrent les résultats, mais... Personne, si le résultat est intercepté entre les deux, on sait juste que le client 365 a une appétence de 35% d'acheter tel produit. Ça ne dit rien à personne. Donc ça, c'est de la pseudonymisation. D'accord, très bien. Donc est-ce qu'on rajoute une couche d'encryption? C'est vraiment aux besoins du client. Et on peut le faire. Mais on peut le faire. Oui. Très bien. Merci. Alors, j'ai encore une autre question. Attendez, dans la liste. Oui. Comment vous démarquez-vous de la concurrence? Alors, bon, c'est... Très bonne question. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs plateformes, on n'est pas les seuls à on proposer ça. On connaît nos concurrents, il y a des géants sur le marché, Oui. Mais on se démarque de la concurrence par plusieurs points. Déjà, on a un stockage 100% à Luxembourg. On vient avec notre tiers de confiance indépendant, qui est l'entité Cyberforce. Personne d'autre ne fait ça. Un tiers de confiance indépendant qui audite d'un côté la plateforme et anonymise les données chez le client avant qu'il les pousse dans notre plateforme. Ça, c'est inédit. On a aussi un DPO qui peut aider à réaliser, avec son équipe juridique, le DPIA chez le client. D'accord ? C'est vraiment très important. On propose aussi une aide à la gouvernance de données, une aide au nettoyage de données pour pallier aux problèmes de qualité de données, une aide au remplissage du dictionnaire de données pour faciliter le partage de la donnée entre data scientists. On peut aider vraiment nos clients à remplir leur dictionnaire de données. On peut aider aussi, on propose d'aider nos clients avec nos data scientists post à Luxembourg pour former une équipe data science chez le client ou pour lui réaliser ses premiers use cases aussi. Ok, donc c'est vraiment... Donc ça nos concurrents ne le font pas. Mais c'est presque du sur-mesure ce dont tu parles. Bah, de toute façon, chaque modèle est sur mesure. Ouais. Et donc, indépendamment de la maturité du client, on peut avoir Bien une entendu. solution qui peut... C'est pour ça que je détaillais les trois types d'offres. Dans le premier type d'offre, c'est vraiment pour les clients qui ont une équipe data science mature. On ouvre un tenant de la plateforme, d'accord ? Ils poussent leurs données et ils ont accès aux mêmes interfaces que mes data scientists chez Post. Ils font leur algorithme de data science dans leur langage qu'ils connaissent, R, Python, Scala, et ils programment et ils récupèrent les résultats, les scorings. Ça, c'est vraiment pour les clients qui ont une équipe data science expérimentée. Pour les clients qui n'ont pas d'équipe data science expérimentée, mais qui ont des data engineers ou ce qu'on appelle maintenant les nouveaux data citizens. C'est vraiment des personnes data qui ont une appétence au machine learning. On leur propose des outils, ce qu'on appelle les outils de automated machine learning, qui vont leur permettre, en mode drag and drop, de construire des modèles prédictifs. Il n'y a pas besoin de connaître des langages spécialisés pour construire leurs modèles prédictifs et récupérer les résultats. Et pour les équipes, les clients encore moins matures, mais qui ont une appétence à le devenir, on offre le produit Data as a Service. Dans ce cas-là, on ramène les données du client. Soit le client pousse les données chez nous après anonymisation, soit on va les chercher. On leur crée leurs algorithmes nous-mêmes, chez nous, et on leur pousse les résultats. Impressionnant. Donc, on a un produit pour chaque type de client. Très très bien. Très bien. Je continue nos questions. Alors, une question ici. Que pouvez-vous faire au niveau marketing? Alors, je ne sais pas si ni Nicolas ni Nabil sont bien placés pour le faire. Peut-être Nicolas. Oui. Non, vas-y, mais tout ça, c'est du marketing de toute façon. Oui, mais je veux dire, je pense que ici, l'intérêt de la question, c'est ce qu'il y a après. Une fois qu'on a ce scoring, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je peux peut-être dire qu'on a notre filiale Editus qui, de plus en plus, aide des sociétés dans des démarches... leur campagne marketing. Dans des démarches marketing, voilà. Qui ont même des outils de site web qui permettent justement de faire de l'e-shop, de faire du targeting, de faire du campaign management. Et donc, pour répondre à cette personne, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que la plateforme Post-Data Intelligence, elle va lister en quelque sorte les prospects ou les segments de clients qui sont les plus utiles à contacter et que l'équipe d'Editus va concevoir... Organiser la campagne marketing. Va organiser la campagne marketing. Voilà. Et l'automatiser. Et l'automatiser, voilà. Voilà, donc on travaille en étroite collaboration avec Editus sur ces sujets, oui, bien sûr. Voilà, toujours évidemment dans le respect du RGPD. Je pense que c'est De toute façon, c'est la base. Tout a été construit avec le RGPD en mode privacy by design. Tout à fait. Voilà. Est-ce que j'ai encore d'autres questions?
votre avis Ah oui, j'ai une autre question ici. Bonjour, travaillez-vous sur des cas d'utilisation utilisant la technologie 5G? Alors, non, pas encore, vu Pas encore. qu'il n'y a pas de données de production en 5G. Mais on a déjà Il y en a, mais elles ne sont peut-être pas suffisamment représentatives. C'est ça que tu veux Voilà, dire. c'est ça. Oui, oui. Ouais. Alors, en big data, on cherche des données représentatives. Oui. S'il n'y a qu'une partie de la population, comme 1% de la population qui utilise déjà la 5G, ça va être très compliqué de généraliser et de trouver des patterns dans si peu de données. Il nous faut quand même un échantillon représentatif. Mais on a déjà des use cases et on attend d'avoir des données. Mais on pourrait le faire. Il n'y a rien qui Bien empêche. entendu, c'est une technologie comme une autre. On le fait déjà pour la 2G, 3G, 4G. Donc... OK. Et en fait, c'est ça la beauté de la plateforme, c'est qu'elle peut s'appliquer à n'importe quel cas Bien d'usage. sûr. Alors la 5G va accélérer tout ce qui est machine to machine. Oui. Donc dans le cadre du projet, par exemple, de sécurité routière, on va améliorer les temps de traitement via la 5G. OK. Mais en fait, c'est comme tu l'as dit dans tes références, on peut s'adresser à des problématiques industrielles, des problématiques bancaires, on l'a vu avec Nabil, médical, transport, retail certainement. Donc en fait, Logistique, gestion de stock. gestion de stock, tu peux nous expliquer un peu plus C'est un comment? modèle prédictif via la saisonnalité. Combien, par exemple chez nous, combien on doit avoir de téléphones dans tel shop à telle date, à tel jour, parce qu'on sait qu'on prédit une hausse des commandes, parce qu'on a détecté tel ou tel pattern dans le passé. OK. Bon, impressionnant. Impressionnant. Attendez, je regarde si j'ai encore une question. Non, j'en vois pas d'autres pour l'instant. Je ne sais pas si Nabil, tu veux encore dire quelque chose. On arrive presque à la fin de l'heure qu'on s'était fixée. Il est 11h57. Ah oui, donc non, mais pour un peu compléter ou répondre un peu à la dernière question qui était positionnée sur les aspects logistiques, en fait, il faut imaginer qu'il y a un champ de possibilités qui est énorme. Quand on parle de logistique, par exemple, on peut aussi penser à toute la partie financement des besoins en fonds de roulement pour beaucoup de sociétés. S'il y a des besoins saisonniers, en tout cas en termes d'inventaire, on peut imaginer qu'effectivement, beaucoup d'entreprises pourront avoir besoin d'un financement pour gérer ça. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir des interactions assez intéressantes avec les banques. Donc finalement, en fait, ça permet et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un partenaire un peu comme Post sur l'exercice, c'est d'avoir cette vue fonctionnelle, en tout cas sur différentes industries, et de pouvoir voir en fait où on peut identifier des opportunités. Voilà, ce serait un peu mon mot de la fin, en tout cas pour compléter ce qui a été dit auparavant. Merci Nabil. Nicolas, est-ce que tu souhaites toi aussi faire un mot de la fin? On approche vraiment de la fin du forum. Alors, en mot de la fin, j'ai été ravi de participer à ce forum, de pouvoir présenter ce que nous avons fait en interne et ce qu'on ouvre maintenant de plus en plus. On a commencé à l'ouverture par nos filiales, nos partenaires et de plus en plus à des clients externes. Donc, c'était vraiment un plaisir de pouvoir présenter ça aujourd'hui. Très bien, en tout cas, merci à toi, merci Nabil. Donc, vous l'avez certainement vu, Post depuis 6 ans a mis en place, depuis 2015 en fait, la stratégie digitale date de 2015, a mis en place une réflexion sur le big data. En 2016, on a créé notre premier modèle. C'est ça. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont venus après. Et aujourd'hui, on ouvre cette plateforme aux partenaires, aux clients, dans un mode très très flexible. Selon la maturité du client. Selon la maturité du client. Et il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis, c'est intéressant aussi de le savoir. Voilà, et donc on est évidemment ouvert à toutes les questions que vous pourriez. Je regarde juste s'il y a encore une question qui est arrivée. Non, pas d'autres. On est ouvert à toutes les questions que vous pourriez avoir en direct. On va peut-être juste passer le slide de contact. Je pense qu'on a encore un slide de contact. Voilà, si vous voulez nous contacter, voilà directement l'adresse email de Nicolas Vivarelli avec 2 L et son numéro de téléphone même direct 2424. Oui, chez Post la racine c'est 2424. On est là tout le temps pour vous. 75 36. Voilà, vous pouvez vous le noter évidemment. Contactez Nicolas, il se fera un plaisir de vous recontacter. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'était un plaisir pour moi de vous avoir tous les deux dans ce forum. Et il est exactement midi, donc je vais rendre l'antenne comme on va dire. Voilà, merci beaucoup et j'espère vous revoir très nombreux au prochain forum de Post. Merci. Merci bien.